Alors, bon, en attendant que le monde arrive, vous savez, on est déjà mercredi. Dans une semaine, une petite semaine, on arrive à Shavuot, on arrive à Zman Matan Toratenu. Et le thème chassidique de Zman Matan Toratenu, bien sûr, pour chez tout le monde, dans toutes les Kehilot, Matan Torah, c'est Matan Torah. Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde et puis il a créé un peuple à partir d'Abraham. Puis ce peuple était en servitude en Égypte. Puis il est sorti d'Égypte, les mains Ta'avodou, afin de servir Dieu. Et comment? C'est les 49 jours qui correspondent à la Sivrat Omer. Et puis on a pris Matan Torah. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, c'est quoi le phénomène? Le phénomène qui a eu un phénomène extraordinaire qui s'est passé à Shavuot. Qui s'est passé Matan Torah. Vous savez que la Gemara nous dit que les Avot, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, on a compris la Torah. Quand ils ont la Torah, ils avaient compris par Nevi'ut, par Nivoua, par prophétie, ils avaient compris, c'était des grands, ils étaient battel à Dieu, c'était Merkava la Hachem, c'était un char pour Hachem. Un char, c'est le symbole du fait que le char, la calèche, le cheval, n'a aucune volonté propre, c'est la volonté du cocher, du cavalier, celui qui le monte, celui qui le guide. De même, les apôtres, ils avaient cette faculté extraordinaire de faire que leur vie, ils étaient battus à Dieu. Tout ce qu'il n'y avait pas un geste, il n'y avait pas un doigt qui se levait, une paupière qui battait, sans que ce soit l'expression de la volonté d'Hachem. Ça, c'est les apôtres. Ils ont fait la Torah. Alors, qu'est-ce que Matan Torah a apporté? C'est bien de dire quelques mots là-dessus pour bien imprégner. Bien sûr, vous connaissez tout ça. Beaucoup d'entre vous ont déjà fait Vetrivka, vous connaissez les concepts. Mais ce sont des concepts que de toute façon, la connaissance ne suffit pas. La connaissance, la chokhma, la bina. Il faut arriver à da'at. Da et Eloké avicha. Connais l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel de avicha, de ton père. Connaître, en hébreu, c'est pas seulement l'eda, la da'at, c'est pas un savoir seulement. C'est dvekut. C'est l'attachement. On dit Adam Yada et Trava. Adam Arishon, il a connu, il s'est rapproché de son épouse. Le terme employé par la Torah, c'est Yada. Il a su sa femme. C'est-à-dire, il a su sa femme. Et là, il s'est attaché à elle profondément pour pouvoir ensuite donner des descendants, etc. C'est ça le Da'at. Da'at, c'est Kashrut. Attachement, collé. Et ce qu'on nous demande à nous, c'est que ce concept, ce que je suis en train de vous dire maintenant, ne soit pas une connaissance. On a un cours qu'on est en train de donner, on a étudié, le prof il a dit un bon mot. C'est arriver à le mettre dans les sentiments, à le mettre dans l'accomplissement ressenti. Voilà le mot, ressenti. Un date, c'est ressentir. Donc, ce que je dis maintenant, c'est qu'il faut qu'on arrive à ressentir la chose. Pourquoi? Matan Torah, elle a rapporté par rapport à la Torah des Avot, par rapport à la Torah des patriarches et des matriarches, elle a apporté la chose. Vayere d'Hachem. Vayere d'Hachem, comme ça commencent les 10 commandements, Hachem est descendu. Hachem est descendu, j'espère que vous entendez, là il y a un train qui passe. Hachem est descendu. Et ensuite, le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem a fait le premier pas, il est descendu. En donnant la Torah, il a dit Anochi Hachem Elokecha Asher Otetitra Neret Israël. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Si vous regardez le mot Anochi, c'est un terme pompeux comme ça pour dire Ani. En hébreu, c'est Ani, je. Anochi. Si vous regardez le mot Anochi, c'est Rachetevot, c'est l'acrostiche de Ani, Nafshi, Anochi, Katvit, Yavit. Ani, c'est Hachem qui parle. Mon essence. Ani, Nafshi, l'essence divine. Yavit, je l'écris dans la Torah. Et Yavit, je l'ai donné au clan Israël. Ça n'a rien à voir
avec une connaissance, des examens, on passe le bac ou des examens, des licences et des masters, etc. On apprend des connaissances de maths, de physique, toutes sortes de connaissances de commerce. Rien à faire, rien à voir. Apprendre un mot de Torah, ce que l'on fait maintenant, je vous enseigne quelques mots de Torah, vous allez répéter quelques mots de Torah, séparation entre lait, la viande et tout, c'est Dieu qui est dedans. Et ça, c'est un concept qu'il faut vraiment intégrer très fort. Quand vous apprenez un mot de Torah, on s'unit à Dieu de manière parfaite. Et ça donne une vie, ça donne une vitalité à la vie du juif fantastique. On peut prendre des années, on peut prendre de l'âge, mais cette vitalité, elle est. Parce que je sais que quand on apprend un mot de Torah, une pensée que vous apprenez, il ne faut pas voler son prochain, voilà, c'est très simple. Vous trouvez un objet, il faut le rendre à la personne qui l'a perdu. Vous accomplissez une mitzvah, vous êtes complètement attaché à Dieu. Quand vous pensez à un mot, à un passouk de la Torah, on s'attache à la pensée profonde qui est à l'intérieur. Ani, nafshi, katvit, yavit. Moi, mon essence, je l'ai écrite et j'ai donné. C'est ça, Vayered Hashem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Avant, Hashamaim Shamim Hashem, un thème très cher au Rabbi, ce thème que je vous dis. Les cieux, c'est pour les choses spirituelles, c'est pour Hashem, pour les anges. Ve'aret tatan ibn Adam. Et la terre, la matérialité, elle est donnée à l'homme. Ça, c'est avant Matan Torah. Maintenant que Matan Torah est venu, maintenant que le don de la Torah est venu, Vayered Hashem. Hashem est descendu. Ça veut dire Hashem, le divin, le spirituel est rentré dans le matériel. Et par ricochet, le matériel s'est élevé. Avant, c'était une pierre, c'était une viande gashmi, grossière. Maintenant, cette viande, elle est pleine de kdusha. Quand je la mange, Bisra des Torah dit l'Agmara, le matin, je mange ça. Bon, pas le matin, à l'époque, ils mangeaient le matin. Je prends ça, je prends des forces avec ces viandes. Avec le lait que je prends le matin, le gâteau que je prends le matin, je prends des forces. J'élève ces forces. Le divin que dedans, je l'ingurgite, je l'assimile, il me donne des forces. Grâce à ça, je peux mieux prier, je peux mieux étudier. Donc, tout le monde matériel est élevé à Dieu. On appelle des ravatartonim. On fait que dans ce monde-là, Dieu puisse résider. Ça, c'est Matan Torah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pensez Matan Torah toujours comme un pont. Un pont entre les cieux les plus hauts, les plus inaccessibles, avec la matérialité la plus basse. On peut prendre un endroit qui pouvait être sale, avec toutes les immondices du monde. On le nettoie, on creuse, on met des fondations, on fait une choule, on fait une synagogue, ça s'appelle Mikdash Meat. On fait un petit Beth Amikdash là-bas. L'endroit le plus sale peut devenir un endroit saint où Dieu vient résider, comme au Beth Amikdash. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça, c'est Koach HaTorah. Et ça, c'est toute la fête de Shavuot. C'est pour ça que Shavuot, une des raisons d'ailleurs, c'est pour ça que Shavuot ne se caractérise pas par une mitzvah spéciale. Sukkot, il y a la soukha, il y a les arba minim. Pessah, il y a la matzah. Il y a l'interdiction du chametz. À Shavuot, il n'y a rien. C'est Yom Tov, Stam. Un Stam Yom Tov. Pourquoi c'est un Stam Yom Tov? Parce qu'il est au-dessus d'une mitzvah. C'est au-dessus. Il n'y a pas une mitzvah qui est caractérisée. C'est vrai, on va Minag, c'est la choule, on écoute la Seret Adivrot. Mais c'est même pas Minatora, ça. C'est Minag Israël d'aller écouter la Seret Adivrot. C'est pas une j'ai karaté, il a raté. Ou très peu en tout cas. Bien, c'est la chdout, c'est être ensemble. Mais une mitzvah, ça n'est pas. Alors, si vous ne voulez pas manger le kazaï de matzah, on n'a pas fait la souka ou l'arba minim à soukot, on a raté une mitzvah de raïta. Oui. Pourquoi? Parce que le matin Torah, c'est au-delà des mitzvot. C'est le dévoilement de l'essence divine dans la matérialité du monde. C'est un programme énorme. Alors quand je vous dis tout ça, wow, c'est tellement beau, là, c'est éthique, c'est philosophique, voilà. Mais la grandeur, le côté incommensurable de la Torah, c'est que l'infiniment grand, il s'habille dans l'infiniment petit. C'est ça le chidouche de la Torah. Quand on étudie des petites halachot, les petites, elles ne sont pas petites, on dit petites halachot. Je souris souvent on m'appelle, vous savez, j'ai une petite question. Elles sont toujours petites les questions. Vous savez, quand vous me posez des questions, elles sont toujours petites. Qui vous permet de dire qu'elles sont petites? Peut-être qu'elles sont énormes vos questions. Mais on dit toujours une petite question. Mais pourquoi? Parce qu'on ressent que l'infiniment grand, il s'est habillé dans l'infiniment petit. C'est ça, Matan Torah. Vayered Hashem, Hashem, il est descendu. Alors l'homme,
il est monté vers Hachem, il peut s'élever. Maintenant, on peut s'élever. Ratso Vachov, toujours un mouvement perpétuel du haut vers le bas, le spirituel qui descend vers le matériel, et la réponse de l'homme, c'est de s'élever par la prière. Quand on fait une prière, surtout dans ces moments de confinement, une prière chaleureuse, en faisant du bruit, il n'y a personne qui nous dérange dans la maison, on peut faire du bruit, on peut chanter, on ne dérange personne. Alors, on arrive un peu plus à da'at, à ressentir un peu la kedusha, la sainteté qu'il y a dans ce monde. Voilà Matan Torah. En quelques mots, qu'est-ce que c'est Matan Torah al-Pi Chassidut? Matan Torah, c'est la symbiose entre le matériel et le spirituel. La Torah, c'est éminemment spirituel. Elle vient s'habiller dans ce monde, dans les choses les plus matérielles. Ne pas mentir. Voilà. Pas mentir, c'est évident, vous allez me dire qu'il faut mentir. Ben oui. Quelqu'un qui ment midvar, sheker tirchat, quelqu'un qui fait attention à ribit, qui ne peut pas par un intérêt, quelqu'un qui ne fait pas de la shonara, quelqu'un qui fait attention à tout ce à quoi il faut faire attention, il s'attache à Dieu, ça devient un yid, un juif attaché à Hachem. Ça, c'est Matan Torah. Donc, on va maintenant entrer dans le détail. Ça, c'est de manière générale. On est, comme je vous dis, c'est au-dessus d'une mitzvah, Shavuot. C'est le kesher, c'est le lien puissant, essentiel, la chaude essence avec Dieu. Maintenant, l'essence descend dans le détail, dans les prates. Alors, je vais vous parler de... Comment je voulais vous préparer un petit peu à Shavuot. Si on a du temps, on parlera un peu des melachot de Yom Tov, c'est important. J'espère que la semaine prochaine, on aura un peu de temps. Hein, le temps presse maintenant, et puis en plus, surtout, les cours se multiplient. Je ne sais plus tellement on met de la tête, on est pris presque tous les soirs pratiquement. C'est pas pratiquement tous les soirs. Donc, ce que je vais vous dire déjà, la première halakha, on va ensuite discuter le temps entre le lait et la viande et comment faire des gâteaux dans le thé de viande, dans le four de viande, etc. On va voir tout ça. Déjà, la question que je vais traiter en premier lieu, c'est une question qui est extrêmement d'actualité. Elle m'a été demandée maintes et maintes fois. Et donc, je vais vous donner les solutions pour des résultats très positifs. La question est la suivante. Vous l'avez certainement eu. Les chalotes de Shabbat. Les gâteaux que vous avez faits pour Shabbat dans le four de viande. En général, on fait dans un four de viande. Est-ce qu'on peut les manger avec du lait? Voilà. Question simple. Tout à l'heure, quelqu'un m'a appelé et m'a demandé. Alors, je peux, je ne peux pas. On fait des gâteaux dans le four de viande. Est-ce que je peux le manger avec du lait? Voilà la question. Alors, je ne vais pas vous donner des explications savantes. Mettre c'est des soubiotes compliquées au collège. On va passer beaucoup de temps dessus. Mais je vais tâcher de simplifier au maximum la question. La réponse brutale, c'est qu'il y a des solutions, oui, que vos chalotes, elles soient parfaites pour manger avec du lait. Mais comment? Quelles précautions prendre pour ne pas être obligé d'avoir un four viande, un four lait, un four neutre et un four parfait? Alors, je vais distinguer dans les choses suivantes. Si un four n'est pas propre, ça veut dire qu'il a encore des résidus de viande sur les parois, sur les plaques. Et vous avez fait des gâteaux ou du pain sur les plaques un peu huileuses de graisse de poulet ou de graisse de viande. Dès l'instant qu'il y a du bain, alors là, il n'est pas question que les chalotes que vous avez fait cuire dans ce four, que vous puissiez les manger avec du lait. Hors de question. Le pain, les gâteaux, ils prennent un goût de viande, même si on ne le ressent pas. Et bien, mettre on le sent, des fois, il y a un goût comme c'est une espèce d'odeur. Donc, il n'est pas question. Donc, dire que je vous permets de manger les chalotes que vous avez fait cuire dans votre four de viande sans précaution, ça ne commence même pas. Donc, si le four il est ne serait-ce qu'un peu sale, ça ne commence pas. Deuxième étape, qu'à cela ne tienne, eh ben, on va nettoyer le four. Quand je dis nettoyer, ce n'est pas pyrolyser. Non, nettoyer. Vous savez ce que c'est nettoyer un four? Il y a des produits, des décapants, on nettoie, c'est tout. Au bout d'un petit moment, la femme de ménage, elle vous nettoie à fond le four, et après vous allez vérifier qu'il est propre, pas le doigt dessus, vous voyez, il est propre, four propre. Si le four propre, il y a deux cas à distinguer. Le cas où on a posé les gâteaux ou le pain sur les plaques du four qui ont déjà contenu de la viande. Ça veut dire que quand vous faites des gâteaux ou du pain sur les plaques qui ont contenu de la viande, et pour l'instant, je ne veux pas faire de différence, est-ce que les plaques
ont été utilisés dans les dernières 24 heures, ce que l'on appelle benyomo de viande, fils du jour, dans les dernières 24 heures, ou bien que les plaques n'ont pas été utilisées dans les dernières 24 heures, 2 ou 3, hein, plus d'un jour. Je ne vais pas vous donner une différence pour l'instant. Dans ce cas-là, le pain ou les gâteaux, ils ont pris quelque chose, ils ont pris un petit goût de la viande. C'est le goût qu'on appelle dans le hachon savant de la Gemara, nat barnat. Qu'est-ce que ça veut dire nat barnat? Mot à mot, ça veut dire goût, fils de goût. Tout le monde entend là? J'ai pas d'écho. Ori, tout le monde entend? Allô? Oui, Raph, tout le monde entend. Mais ils peuvent pas activer leur micro. D'accord. Bon, il y a des fois en temps un train, mais bon. Ouais, mais ça Je peux dérange permettre. pas. Il fait une chaleur vraiment étouffante. Ouais, ouais. Peut-être que tout à l'heure, je fermerai la fenêtre. Non, mais ça dérange pas vraiment. Alors, donc, je disais, si le gâteau, le pain a été fait sur la plaque directement, qui a contenu de la viande. Donc, dans le pain, il y a un goût qui s'appelle nat barnat. Qu'est-ce que ça veut dire? La viande a un goût dans la plaque du feu, puis elle est ressortie dans le gâteau, le pain. Donc, en rentrant dans la plaque, un jour ou deux, ou le matin, par exemple, même le matin, et 2, 3, 4 heures après, vous faites du pain, le goût qui est rentré dans la plaque, il va ressortir, mais il va ressortir beaucoup dilué et édulcoré. 2 points. Dilué parce qu'il se dilue, et édulcoré parce que le fait d'avoir séjourné un petit peu dans le kéli, dans la paroi, il s'abîme un petit peu. C'est ce concept s'appelle notentam bar notentam. Sachez que d'après le dîne pur et dur, il y a des cas où on permet. Dans ce cas-là, si le four est propre et que la nourriture a été cuite dans un four propre ou dans des casseroles propres. Il y a des cas, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous embrouiller, mais il y a des cas que le Beit Yosef permet. Nous sommes marmir nous-mêmes, que lorsque le pain, il a pris ce goût de viande qui est rentré dans la plaque et qui est sorti dans le gâteau, vous avez le même cas très fréquent. Vous avez fait des pâtes parvées dans une marmite de viande, sans viande. Donc la viande que vous avez fait la veille, elle est rentrée dans la marmite et elle ressort dans les pâtes. Donc les pâtes, elles ont ce que j'appelle nat barnat, noten tam bar notetam, un goût de viande édulcoré. Sachez qu'il y a des cas où on peut permettre de manger avec du beurre. J'en parle pas pour l'instant, pour ne pas vous embrouiller, mais ça, il y a des cas. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Je suis en train de vous dire maintenant que dans la mesure où le pain, il a pris quand même un goût de viande, la viande qui est pénétrée dans la paroi, donc on ne mange pas ce pain avec du lait. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Au pile-poule, on a gagné. On a gagné quand même quelque chose. C'est qu'il suffit de prendre la précaution de faire vos gâteaux ou votre pain dans un moule en métal, ou sur du papier aluminium. La plaque du four, vous la recouvrez bien avec du papier aluminium et vous mettez votre pain dessus. La halakha dit que le goût qui est dans la plaque, elle ne peut pas sortir de la plaque, traverser la feuille de papier aluminium et rentrer dans votre pain. Elle ne peut pas. Comme ça tient la halakha. Ça veut dire, je vais résumer. Si le four est propre, bien propre, et que j'ai fait mon pain ou mes gâteaux dans un moule, de telle sorte que le pain n'a pas touché la plaque, ou bien sur du papier aluminium posé sur la plaque du four, eh bien, votre pain, il a un digne de parvé et vous pouvez le manger avec du lait ou du fromage. Une question que je n'ai pas résolue, c'est que, certes, on a mis un écran, on a mis du papier aluminium, on a mis un moule, mais on pourrait imaginer qu'une espèce de buée qui va sortir de votre mets que vous faites cuire, la buée va se coller aux parois, elle va extirper du goût de la paroi, chose que l'on craint si on a fait cuire des pâtes, par exemple. Parce que les pâtes, elles sont liquides. Le riz, on les cuit dans de l'eau. Mais lorsqu'on fait cuire du pain ou des gâteaux, cette humidité qui sort du pain ou du gâteau, ça s'appelle des fois réach, odeur, des fois ça s'appelle zéa, c'est trop faible, l'espèce d'humidité qui va émerger, qui va s'exhaler du pain ou des gâteaux, n'est pas suffisante pour avoir la force de rentrer dans la tikra,
le toit du four ou sur les parois et d'aller extirper le goût et aller le remettre dans le pain. Ça, la zéa ou le réach, l'humidité, la vapeur de pain ou de gâteau n'est pas suffisante pour aller extirper du goût qui serait dans les parois ou sur le plafond du four. Donc, au niveau zéa, au niveau vapeur, il n'y a pas de problème. Au niveau du goût qu'on va extirper de la plaque, ça, on a réussi à l'évacuer en faisant cuire le gâteau dans des moules ou sur du papier aluminium. Voilà, c'est un super éther que je vous donne. Certains, avec beaucoup de discussions de pilpoulim, sont mahmir. Mais de quoi faire? Certains exigent qu'avant de faire vos gâteaux, vous laissez le four brûler pendant 5 minutes. Ça fait une espèce de mini cachérisation. Parce que quand un four est propre et qu'on laisse brûler à une grosse température quelques minutes, en fait, ça peut brûler tous les goûts qu'il peut avoir dans le four. C'est une khumra. Donc, certains ont pour éviter tout problème, de mettre le four en marche 5 minutes avant de cuire le gâteau ou le pain. 5 minutes avant. Et après, vous mettez vos gâteaux. Mais Ikaradine, d'après tout ce que je vous ai expliqué, c'est permis de le faire même sans attendre ces 5 minutes que le four chauffe. Je résume, vous encadrez. Encadrez, hein, je vous dis une grande chose. Hein, il y a tout à fait moyen d'avoir des chalotes parvées sans avoir un four parvé. Vous pouvez le faire ou dans un four de viande, comme je viens de dire, ou bien dans un four de lait aussi. Vous pouvez faire par exemple vos chalotes dans un four de lait et les manger avec la viande. Il peut arriver par exemple vendredi que le four de viande est occupé à faire cuire vos mets de Shabbat et vous avez besoin d'un deuxième four pour faire les chalotes. Vous pouvez faire les chalotes du côté lait, mais avec les précautions que je viens de dire et que je répète en 2 mots. Premièrement, four impeccablement propre. Je ne prends aucune responsabilité, mesdames. Hein. Aucune responsabilité. C'est sur vos épaules que le four soit bien propre. Mais non plus, il ne faut pas non plus t'angoisser, en faire une dépression nerveuse. Hein. On n'est jamais en nature des. Non, vous regardez, il est propre. Si c'est propre, c'est tout. Hein. Pas besoin d'inventer qui soit sale si on le voit propre. Four propre. Pain gâteau dans des moules ou sur du papier aluminium et c'est neutre. Voilà, première étape. J'attends vos questions. Allez-y. Alors, à l'instant, j'ai activé le micro pour savoir s'il y a quelqu'un qui a une question. Alors, Entendu. j'ai activé le micro. S'il y a quelqu'un qui veut parler, il peut parler. Allô, allô. Allô. Ah, une seconde. Ah, il faut que vous réactivez votre micro, mais bon, a priori, il n'y a pas trop de questions. Alors, vous m'entendez? Moi, je vous entends maintenant. Mais vous m'entendez? Ah, je pense qu'il n'y a pas de questions, puisqu'il n'y a personne qui a activé son micro pour parler. Parce que si quelqu'un il veut, il peut là, parler. Oh là, mais je suis inquiet là, qu'il n'y ait pas une question sur une halakha comme ça. Waouh. Alors, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de question? Moi j'ai une Ah. question. Vous avez dit que il n'y a pas la khumra de faire brûler le four 5 minutes avant. Il n'y a pas cette khumra-là. Mais est-ce que ça peut remplacer le fait de nettoyer? Si par exemple, il n'y a pas des morceaux de viande ou des morceaux de lait, mais c'est seulement des traces de graisse ou de la vapeur de viande qui a pu rester, est-ce que l'allumer 5 minutes, ça peut remplacer ce nettoyage? Ou est-ce qu'il faut Alors, si j'ai bien compris votre question, si le four n'est pas bien nettoyé, est-ce que 5 minutes de brûler, est-ce que ça peut cachériser le four? Alors, sachez une chose, c'est que quand on met le four à haute température, je ne parle pas si vous avez fait la pyrolyse. Pyrolyse, c'est autre chose. Le four, la catalyse, c'est-à-dire mettre à température, c'est de 200, peut-être 300 degrés, à la force de cachériser qui est à l'intérieur des parois. Mais s'il y a une petite couche de graisse dessus, ce n'est pas suffisant. Il faut faire un liboun beaucoup plus rameau, un liboun beaucoup plus fort. C'est au minimum la pyrolyse. Voyez.
Donc, on ne peut pas se dire, voilà, je vais faire 5-10 minutes, laisser mon four tourner, et puis comme ça, je n'ai pas besoin de laver le four. Ça, non. Il faut absolument que le four soit propre. D'accord. Merci. Ok, moi j'ai une question. Si Allez-y. jamais le four, on fait la pyrolyse, est-ce on fait avant de nettoyer ou après avoir nettoyé le four? Normalement, la pyrolyse, elle a cette force de brûler tout le bain, par contre. Vous voyez bien, d'ailleurs, après la pyrolyse, vraiment, c'est de la cendre. Donc, la pyrolyse, c'est déjà, bien que ce ne soit pas ce qu'on appelle le liboun chamour. Le liboun chamour, le gros liboun, c'est comme vraiment la tôle et les portes à fusion. Ce n'est pas le cas de la pyrolyse. Mais si vous faites une pyrolyse, il n'y a pas besoin de nettoyer. Juste, bon, s'il y a des gros morceaux, bien sûr, il faut les enlever. Mais s'il y a de la saleté, de la graisse qui est collée, la pyrolyse, c'est bon. Ok, merci. On continue? Rav, une autre question. Vous avez dit qu'il faut. Bah, je pense que c'est bon. Si quelqu'un veut parler, il peut parler. Rav, si c'est possible, encore une question. Vous avez dit que il faut faire un F-sec entre le gâteau, la challah et la tôle qui, elle, voilà, faire une séparation. Il n'y a pas besoin de recouvrir avec un alu. Je n'ai pas entendu le début. Ori, si tu entends, tu peux répéter toi-même ou quelqu'un d'autre répète parce qu'on entend très mal. Vous avez dit qu'il faut mettre un aluminium entre la challah et la tôle, mais il n'y a Oui. pas besoin de recouvrir la challah avec un aluminium. Absolument, absolument. Parce que, en fait, c'est le point de contact. Vous voyez, c'est le point de contact avec la tôle qui est problématique. Mais ce n'est pas la zéa. Donc, je n'ai pas besoin de recouvrir le tout. Parce que la zéa du pain, elle n'a pas une peoula. Donc, pas de problème. Pas besoin de tout mettre dedans. C'est clair? Bon, alors. Si tout ça est clair, donc on va continuer maintenant. Je vais passer directement. Ça, c'est une halakha qui ne concerne pas forcément seulement le Shavuot. Tout le temps, c'est des chalotes tout le temps. On va passer maintenant au halachot basa bechalav. Bon, en général, vous les connaissez. On sait qu'il faut séparer 1 heure, 3 heures, 6 heures. Bon, on connaît tout ça. Mais on va faire un petit trazara. On va reprendre tout ça. Une question qui est souvent demandée à la suite de ce que je viens de dire. Est-ce qu'on a le droit de changer l'utilisation d'une vaisselle? Par exemple, ou d'un four. Vous avez un four, voilà, c'est Shavuot maintenant. Je pyrolyse mon four de viande et j'ai envie de faire comme ça une série de gâteaux, pour les voisins, pour la choule, etc. De gâteaux au beurre et au fromage. C'est une question qu'on demande souvent. Alors, sachez que le minag Rabbad, il y a des minagim différents sur cela, entre les Sfaradim et les Chabad et Ashkenaz en général. Dans le monde Ashkenaz, on ne change pas l'utilisation d'une vaisselle. Si vous avez une vaisselle viande, elle reste viande. Si vous avez un lait, elle reste lait. Pourquoi? Tout le monde comprend. Tout simplement parce que on a des habitudes, on a des réflexes. Les réflexes, c'est toujours déjà un couteau viande, il a une certaine marque, une certaine couleur, une certaine forme. Et si on commence à changer tout le temps, pas tout le monde dans la famille va être au courant. Imaginez si on a des enfants à la maison, ça sera l'embrouille perpétuelle. Donc, on s'habitue. Vaisselle viande, vaisselle lait, on ne change pas. Exception. 2 exceptions. Si une partie de votre vaisselle devient non cachère, on a fait un accident, on a remué du lait avec un couteau de viande, on l'a mis de côté jusqu'à ce temps qu'on les cachérise. Quand on cachérise une vaisselle, donc elle est devenue non cachère à un moment et on la rend cachère, à ce moment, on a le droit de la remettre viande si elle était lait ou l'inverse. Tachlet, ça veut dire que si, comme beaucoup ont fait cette année à Pessah, à cause du confinement, beaucoup ont cachérisé leur vaisselle cette année. Il y en a qui ne pouvaient pas acheter, ils ne savaient pas tremper, tout le problème qu'on a eu cette année, vous savez bien. Certains ont cachérisé leur vaisselle. Ceux qui ont cachérisé leur vaisselle de Hametz pour les rendre cachères les Pessah, ils avaient le droit de le changer, le rendre viande, le rendre lait ou lait, le rendre viande. Intéressant. Donc, il y a des solutions. Autre cas où les Chachamim ont permis, si on a un certain temps pour se déshabituer de l'utilisation. Alors là, ils permettent aussi. Quel est ce temps? Les Chachamim ont décidé qu'il fallait en gros 1 année
de non-utilisation pour pouvoir changer d'utilisation. Ça veut dire en d'autres termes, si vous avez une belle vaisselle de viande et on vous a offert un autre service à viande, nouvelle vaisselier, vous dites le nouveau, il est plus joli, mais l'ancien il est aussi très bien. Il dit c'est Chaval Azman, il ne sert à rien. Alors je voudrais le rendre lait, comme ça on aura une belle vaisselle de lait, des beaux couverts de lait. Alors ce que vous faites dans ce cas-là, l'ancienne vaisselle de viande, vous la mettez de côté pendant une année. Au bout d'une année, vous la cachérisez et vous la rendez lait. C'est intéressant, c'est bon. Donc, c'est pas forcément, il y a certains qui disent, ouais, ça y est, elle est toujours viande, ça ne sert plus à rien. Voilà, non, vous la mettez de côté puis vous la cachérisez. Maintenant, le cas du four. Vous voulez faire des gâteaux, vous voudrez bien utiliser le four de viande pour Shavuot. Vous cachérisez comme il faut, nettoyage à fond, pyrolyse. Alors, je vous dis tout de suite, hein, faites très attention, la pyrolyse a la force de cachériser les parois seulement, mais pas les plaques. C'est quoi la différence entre les plaques et les parois? C'est que les parois n'ont pris... Il y a encore un train, je vais fermer. Voilà. La pyrolyse a la force de cachériser les parois parce que les parois n'ont fait qu'avaler finalement que de la vapeur d'eau, de l'azéa. Parce que les parois ne touchent pas le mets en général. Un poulet que vous faites rôtir dans le four, il ne touche pas les parois. Par contre, la viande des poulets touche les plaques. Dans la mesure où le poulet touche les plaques, alors les plaques, il faut les passer au chalumeau. Il faut faire ce que l'on appelle l'iboun chamour. Donc, pour cachériser, et c'est une question générale, hein, très souvent les gens changent de maison. Ah, qu'est-ce qu'on fait pour cachériser un four? Pour cachériser les parois, il y a la pyrolyse. Pour les plaques, 3 solutions. Vous achetez des plaques neuves, vous les passez au chalumeau, ou vous dépassez les vieilles au chalumeau, ou en attendant, mais pas de manière fixe, mais en attendant un mois, 2, le temps de trouver des nouvelles, en attendant, vous pouvez recouvrir, comme j'ai dit tout à l'heure, les plaques avec une couche de papier aluminium de préférence un peu épaisse. Pas parce que l'épaisseur joue, parce que si elle n'est pas épaisse, elle va se déchirer vite fait. Donc prenez une qui soit un peu épaisse, de sorte qu'elle va durer longtemps, et là, votre four est cachérisé. Donc, pyrolyse pour les parois, et pour les plaques neuves, chalumeau ou plaques d'aluminium, de manière temporaire. Je vais aller un peu plus loin. Si vous n'avez pas un four pyrolyse, peut-être je vais un peu vite, hein, vous me dites, hein, vous m'arrêtez si je vais un peu vite. Si j'ai pas un four à catalyse, sachez que la catalyse, c'est 200-300 gros, c'est 200-300 degrés, pardon, eh bien, ça suffit pour cachériser les parois aussi. Vous nettoyez bien sûr avant, parce que ça ne brûle rien du tout. Nettoyez bien les parois et vous laissez brûler le four pendant 1 heure, température maximum. Sachez que ça cachérise les parois du four. Donc, il ne reste plus qu'à cachériser le plateau. Intéressant ça. Je vais donner le vétère tout à l'heure pour les chalotes. Maintenant, je vous donne une manière de cachériser vos fours. Maintenant, tout ça, c'est pour arriver à quoi? Je voudrais, c'est Shavuot, allez, il faut faire des gâteaux, tout le monde veut faire des gâteaux, tout le monde a ses recettes, fromage blanc, etc., etc. On n'a pas de four de Chaval Azman, on n'a pas un budget pour acheter un four spécial pour le lait. Bon, je vous souhaite à tous d'en avoir un, c'est très très pratique. Donc, il y a un moyen de cachériser. Alors là, il y a une svara de dire que si on le fait de manière temporaire, ponctuelle, juste on cachérise pour Shavuot seulement, yesh makom lehakel, on peut être mekil. Je vais vous apporter un makor à cette svara que je vous dis, malgré que beaucoup ignorent. Il est interdit de faire du pain, des chalotes, du pain lacté ou carné, au lait ou à la viande. Niet. Interdit. Si vous avez des baguettes ou bien des chalotes dans lesquelles on a mis du jus de viande, c'est assourd. C'est long cachère. Si vous avez fait des chalotes avec du beurre, c'est pas cachère, il faut jeter. Donnez à la femme de ménage, interdit. Ah, pourquoi? C'est indiqué clair dans Shulchan Aruch, je vous rassure. Si vous avez une fois une bonne idée, ah, je vais faire des chalotes, j'ai des baguettes, des chalotes au lait, elles ne sont pas cachères, vos chalotes. Qu'est-ce qu'on a, les pauvres chalotes? Qu'est-ce qu'elles ont? Les chalotes, mis du lait, maïesh. Les chachamim savent que comme on est habitué au fait que les chalotes soient un aliment éminemment neutre, parvé, c'est très difficile de se switcher dans la tête, s'habituer dans la tête que maintenant il veut du lait ou viande. On va s'embrouiller.
Imaginez que vos chalotes habituelles de Shabbat, maintenant, elles sont laides. C'est catastrophique. C'est sûr que des gens vont venir, même vous-même, vous allez oublier, vous allez manger de la viande, c'est sûr. Tachout, c'est interdit. L'Agmar nous rapporte, et comme ça peut poser le Shulchan Aruch, il y a deux moyens de cachériser ces chalotes. Le premier moyen, je pense que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de ces choses-là, de faire du pain qui a une forme complètement différente que la forme habituelle. Dans la mesure où la forme est complètement différente, alors on va se rappeler, les mapitomes que ces chalotes, on a fait des formes de cœur, alors d'habitude on a des chalotes tressées habituelles et tout à coup on a des chalotes qui ont une forme complètement différente. Donc on va tilter dans notre et on ne va pas être amené à mélanger. Ça c'est le premier éther. Le deuxième éther qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, c'est si on fait de ce pain, le pain halavi ou pain bassari, une petite quantité qui va être liquidée vite fait dans un repas, une fois en mangeant, une toute petite quantité. Là, le risque qu'il en reste, c'est qu'on s'embrouille et qu'on mange avec l'élément opposé, le viande avec le lait ou l'inverse. Le chachash est le crainte est très petite, dans la mesure où on a fait ça en petite quantité. Ouais. Donc, dans les possibles passes, qu'est-ce qu'on appelle une petite quantité exactement? On donne un petit guédère liquidable en un repas. Voilà. On a fait, la maman a dit, je vous ai fait regardez, goûtez-moi ces chalotes délicieuses, succulentes, hein, mais il y a du lait dedans et du beurre et du fromage blanc, tout ce que vous voulez dedans. Vous les liquidez vite fait dans un repas et c'est bon. Je prends cette halakha-là comme makor, comme source pour le cas du four. Bien que nous avons le minag, l'usage de ne pas cachériser de la viande au lait ou l'inverse, mais si on le fait juste pour une situation ponctuelle, il ne faut pas s'amuser que le ponctuel, ce soit tout, amikrelo yatmid, un mot comme ça dans nos sages. Il ne faut pas que l'inhabituel, le provisoire devient perpétuel, non. Mais comme ça, une fois dans l'année, on va pyrolyser son four, on nettoie bien, on pyrolise, on fait toutes les chalotes et toutes pas les chalotes, pardon. On fait les gâteaux, tout ce que vous voulez pour Shavuot. Une fois que tout est fini, on nettoie le four, on le repyrolyse et on le remet bien. Point barre. C'est une petite parenthèse dans l'année. Ça, c'est moutard. Ben, c'est intéressant comme halakha. Donc, je vous ai ouvert un peu les portes pour pouvoir faire vos gâteaux de Shavuot. Maintenant, on va commencer donc. Je vais vous parler donc des interdictions, les temps qu'il faut attendre entre le lait et la viande. Shavuot, on va faire un repas. Shavuot, Bezat Hashem, vendredi prochain en 8, à Baal et Tova, vendredi matin, on fait un repas lacté. Après, on fait un repas, bien sûr, de viande. On m'a demandé, est-ce qu'il faut manger de la viande? De mettre oui. C'est marqué En Sifra el Basar Beyayin. Donc, il faut manger de la viande. Je sais que j'ai pas envie de manger de la viande. On a fait un énorme repas de lacté. Il faut tâcher de vous restreindre dans le repas de lait pour pouvoir manger avec appétit la viande. Et c'est tout à fait possible parce que, bon, on peut attendre 1 heure ou deux entre les deux. Surtout que cette année, je ne sais pas comment vous allez faire. On va être mefarsem ça au VAD, d'essayer de faire, bien sûr, quand on a la permission de la mairie, de faire des minyanim très, très petits. 10, 11, 12 personnes et faire plein de minyanim. Faire par exemple un minyan de 8h à 10h, un minyan de 10h à midi, un de midi à 14h. Et si vous avez une choule comme au collège chez nous, on a deux salles, on fait un minyan en haut. C'est le projet qu'on a, hein, ce n'est pas encore définitif, mais on a un projet comme ça, de faire beaucoup de minyanim, c'est-à-dire qu'on est en groupe maximum 10, 11, 12 personnes avec les gants et le masque. Bezat Hashem, le risque est tout à fait minime, c'est admis même par le pays. C'est juste qu'il y a ce problème de lieu de culte qu'ils n'ont pas enlevé, mais je pense qu'ils vont l'enlever d'ici 15 jours. Ils en parlent, hein, tout le monde, les autorités en parlent, et on tâchera peut-être d'avoir la permission de la mairie, des autorités. Voilà, je vous donne ce cas-là. Donc, vous pouvez faire la tfila comme de 8 à 10. 10h, 10h30, on fait kidouche, on mange jusqu'à 11h, 11h15, 11h30. Puis vous avez le temps d'étudier la Torah, de chanter, de danser, de faire une petite sieste, etc. Khatil Hashem, c'est marqué moitié à Dieu, moitié pour nous. Hein, et on se remet à table à 2h, 3h l'après-midi. C'est tout à fait possible, tout à fait gérable. Tout à fait gérable. Ce n'est pas un jour de Fabringan, de toute façon on ne fait pas des Fabringan maintenant, mais même, Shavuot, ce n'est pas un jour où on fait des Fabringan. On est fatigué en plus, on a veillé toute la nuit, donc c'est tout à fait gérable.
Donc, on fait un repas de lait. Pour pouvoir faire un repas de lait suivi d'un repas de viande, il faut plusieurs conditions. Le temps, le lieu. Le temps d'attente entre le lait et la viande, dans l'immense majorité des fromages que l'on mange, 1 heure suffit. C'est une belle coula que je vous donne. Si vous avez des... On n'en a pas dans le commerce, j'en ai pas. Dans les fromages qu'il y avait autrefois, qui venaient de Hollande, les beaux fromages rouges comme ça, avec très fort, qui mettaient beaucoup de temps pour le faire. Là, il fallait attendre 6 heures après le fromage pour manger de la viande. De nos jours, les rabbinim qui font le fromage, j'avais entendu de Rabbi El-Pevner aussi, qui disait, bon, même pour les camemberts, 3 heures c'est un maximum, même 1 heure c'est bien. Voilà. Donc, pour tous les fromages qu'on a de nos jours, à part les vraiment très très durs, même le gruyère sur lequel certains préconisent d'attendre 3 heures, même le gruyère, c'est fait, on voit que le gruyère est fait très très vite maintenant. On n'a pas le temps de prendre le goût comme c'était autrefois, de vieillir et de laisser des relents comme ça dans la bouche et dans l'estomac. Donc 1 heure. Par contre, même qu'un verre de lait, notre minhag à nous, c'est d'attendre 1 heure. Minimum. Minimum 1 heure. Alors que pour beaucoup d'autres, les Sfaradim par exemple, s'ils ont bu juste un verre de lait, ils se lavent la bouche et ils peuvent prendre l'avant tout de suite. Nous, on a de minhag Chabad, certains disent 1/2 heure, chez nous, Chabad, 1 heure. Donc, vous faites votre repas. On a fini le repas. On a fait la tfila. On fait kiddush. On fait motzi. On mange un... Pas obligé de faire motzi, vous pouvez faire maisonnote. Mais bon, on peut très très bien faire motzi aussi. Nous, on avait l'habitude de faire motzi. On mange. Faites attention, si vous ne faites pas motzi, vous mangez beaucoup de gâteaux, vous pouvez rentrer dans un problème de kviut seouda. Quand on mange beaucoup, qu'on les rassasie, on mange ça plus qu'une certaine quantité, on peut être amené à être obligé de faire Birkat Hamazon. Donc, méfiez-vous, si vous avez de l'appétit, je vous conseille vivement de faire motzi sur du pain. Vous mangez votre repas. Et ensuite, il faut faire Birkat Hamazon ou Bracha Chona si vous mangez des gâteaux, à la Mechia, obligatoire. On ne peut pas manger viande et lait dans le même repas. Birkat Hamazon, on liquide. Et on change bien sûr la table. Ça veut dire on enlève la nappe, comme vous savez faire, ou carrément une autre table et tout. En tout cas, on change les nappes, comme on a l'habitude en semaine. Quand on passe du lait à la viande, on change de nappe. Donc, si l'ouka shulchan, on enlève la shulchan, pour la table, on fait Birkat Hamazon et comme on a attendu une petite heure seulement, il faut faire ce que l'on appelle quinoir be'adacha. Ça veut dire, d'abord, il faut s'assurer que les mains soient propres avant de partir à la table de viande et faire en sorte que la bouche soit propre ou en buvant un liquide ou bien vous mâchez un petit peu de pain de mie, ce qui fait que la bouche se nettoie. Dans de très nombreux cas, il se passe beaucoup de temps entre la fin du repas la halavi et puis le repas bassari, très souvent. Dans beaucoup de familles, on mange halavi et puis il y a une bonne ambiance, on discute, il y a la Simchat Yom Tov et tout. Et très souvent, on se met à table à 3 heures d'après-midi. Très, très souvent. Donc, avec tout ce temps qui est passé, bon, c'est sûr que les mains seront propres et tout. De toute façon, de nos jours, on passe son temps à passer des produits comme ça, des désinfectants. Donc, on désinfectera aussi du goût de lait. Voilà donc, je vous ai résumé le passage dans le Hanouka. Après, on va à l'inverse. Donc, le passage, après une attente d'1 heure, et dans certains fromages durs, certains exigent 3 heures, mais il y en a très très peu. Donc, on attend 1 heure, Birkat Hamazon, on lève la table, et après on repasse à table pour manger de la viande. Maintenant, j'en profite pour vous dire combien de temps il faut attendre dans l'inverse. Il faut attendre après la viande. Vous avez mangé de la viande, manger du lait. Combien de temps il faut attendre? Bon, tout le monde sait que... J'écoute la recette, ils ont dit 12 minutes. Peut-être avant de passer à cette partie, vous avez des questions? Allez-y, posez vos questions. Pas de questions? Continue. Oui. Oui, excuse-moi, j'arrive pas à le suivre la caméra. Entre la viande et le lait, c'est 6 heures normalement. Je vais commencer la question. Oui, non, mais à part ça, je vais en parler maintenant, mais sur ce que je viens de dire, question?
Oui, Rav Zerbib. Allez-y. Nous venons de voir qu'on peut attendre 1 heure, peut-être même 3 heures simplement. Il y a sur le marché depuis très peu de temps certains fromages de Rav Wolf, à savoir nommément du Cantal, du Salers et de Stromberg, qui sont des fromages de longue conservation, qui ont certainement plusieurs mois d'affinage et qui certainement rentrent dans la catégorie des 6 heures. Ah, c'est possible. Là, s'il faut demander, alors, vous me faites Khazak pour l'AIARA, très bien pour l'AIARA. Je pense que à l'occasion, peut-être que je le ferai demain, je demanderai à Ravolf s'il pense que ça change la métioute. Mais alors, c'est vraiment une nouvelle métioute, hein, parce que ces dernières années, tous les rabbinim que j'ai pu rencontrer qui faisaient du fromage, ils disaient qu'il n'y avait plus besoin d'attendre. Maintenant, c'est possible, on fait des fromages qui sont très forts. Parce que même le bleu, vous savez, même le bleu qui est censé être fort, le bleu qu'il y a de nos jours n'a rien à voir avec le bleu d'origine qu'il y avait en France. Ils mettent des produits comme ça pour donner un goût un peu fort, mais c'est fait très très vite aussi. Oui, donc, mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est bien, c'est à vérifier, Khazak, c'est bien. Mais je ne vois pas très bien quel fromage c'est, parce que en général, nous on est à Hier, on va à Eden, on a celui de Rav Pevzner, on a celui de Rav Chassinger, il y en a. Oui, c'est un fromage qui est très rare, qui est vendu essentiellement chez Liderkash ou directement par les producteurs. Et c'est l'Ashgacha de Rav Wolf. Il y a aussi un fromage parmesan, mais je crois qu'actuellement, il n'y en a plus sur le marché. Et ce sont des fromages de longue maturation. Très bien, maintenant, on va dire ça. C'est à l'image des bombelles qu'on avait autrefois de Hollande. On voit très bien. Des grosses boules comme ça qui faisaient une grande maturation et donc, effectivement, qui étaient très dur, qui laissaient un goût comme ça pendant un certain temps. C'est vrai. Mais il faut faire attention. Je suis d'accord. Il faut faire attention. Mais non, l'immense majorité, ce n'est pas comme ça. Donc, il faut faire attention. Khazak. Le parmesan, donc je retiens le parmesan et ce Khazak. Maintenant, dans l'inverse, juste une petite éhara, une petite remarque, d'où ça sort 1 heure. Ça sort 1 heure, le Rama, il dit que il part d'1 heure, le Rama, donc le grand possék Ashkenaz, ça vient d'un Zohar. Le Zohar, il dit que la Gemara nous dit, pour passer de viande à lait, il faut mi Seouda les Seouda, d'un Seouda à l'autre. Le Rif, les grands poskim, il dit, d'un repas à l'autre, ça gêne à 6 heures, à midi à 6 heures. En gros, le matin à 8 heures, 8 et 6, 14, et 14 et 6, bon. Ça fait 20, en gros. Ça, c'est la chita du Mechaber, des Sfaradim reconnus. Le Zohar, il dit, mais ce n'est pas marqué 6 heures, c'est marqué Mi-Seouda les Seouda. Le Zohar, il dit Shata Chada. Le Rama, il rapporte cette chita-là. Et c'est très curieux, le Rama, il est possèque qu'1 heure après la viande, on peut manger du lait. Bon, après, il rajoute bien sûr Noagim, que comme on fait tous, on attend 6 heures. Mais Meikaradin, le Rama, il est possèque, c'est 1 heure. Alors pourquoi je vous dis ça, Manaf Kamina, on ne peut pas attendre 1 heure. Eh bien, je vous le dis quand même. Je vous le dis quand même parce que les poskim disent, il y a un Chochmatadam de la poskim qui disent que Beshat Adachat Gadol, par exemple pour un cholé qui a besoin de manger, ou pour un enfant qui est à un âge où il peut attendre 6 heures, disons qu'il a 9 ans, 10 ans, il peut attendre 6 heures, mais pour une raison question qu'un petit accident, il y a plus quelque chose, ce que j'appelle un accident, voilà, prenons un cas très simple. Une femme accouchée, dans le premier mois après l'accouchement, elle a un digne de cholé. Elle est considérée comme malade. Une maïnaf kamina Shabbat pour prendre des médicaments. Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de prendre des médicaments. Un cholé qui est nafal mishkav, un cholé, quelqu'un qui est malade, qui est alité, eh bien, il a le droit de prendre des médicaments. Une femme, dans le mois qui suit son accouchement, pas la première semaine, elle est en sakana. Je ne parle pas ça. Du 8e au 30e jour, elle a un guéder de cholé. Elle s'appelle chola. Cholé chez Enbo sakana, sans danger. Eh bien, dans ce cas-là, si cette femme elle a mangé le repas du soir à 7 heures, elle a mangé de la viande le soir. Elle a mangé, elle a fait la famille, elle a fait plaisir à son mari et ses enfants, elle a mangé un petit peu de viande. Et puis, elle n'avait pas tellement faim, elle n'était pas bien, un peu indisposée. 1 heure après, avant d'aller dormir, elle a besoin de prendre son café au lait. Elle a l'habitude de prendre un café au lait bien chaud, un thé au lait bien chaud. Si elle a vraiment besoin, elle peut attendre qu'une seule heure. Très intéressant. Et c'est même pas des marloquettes ce que je vous dis, hein, c'est admis. Le Rama, il dit, mais Ikaradin 1 heure, mais le Minak, c'est 6 heures. Mais pour un cholé, on revient au Ikaradin, ça veut dire 1 heure. Donc, tâchez que des fois, ça sert. Je vous donne le cas, vous allez tous me comprendre. J'ai ma maman qui est dans un EHPAD. On fait ce qu'on peut pour lui rendre visite, etc. Et si on peut lui donner un petit peu de lait, elle a mangé à 6 heures sa viande, à 7 h, 8 h, elle a besoin de son café au lait, quoi. On lui donne.
des vieillards qui sont dans les EHPAD, on leur donne, c'est tout. Ils ont un guédard de relais. On ne peut pas toujours. Des fois, on lui amène, elle en a besoin, on amène du chocolat au lait, elle a besoin. Elle manque. C'est très bien, surtout maintenant. Les EHPAD, là-bas, c'est terrible, terrible. Donc, c'est sûr et certain, sans arriver à sakana, hein, attention, je n'utilise pas l'arme de la sakana. Mais c'est sûr que c'est un guédère de relais. Guédère de relais, au bout d'une heure, on peut le donner. Retenez, ça peut servir. Hein, les médecins peuvent dire ça à leurs patients que, bon, on fait ce qu'on peut, mais sachez que le cas échéant, si un jour vous avez mangé le repas de viande avec la famille et puis au bout de la première, deuxième bouchée de viande, ça ne vous plaisait pas de pas manger, et que vous avez vraiment besoin, un manque de fer, manque de toute chose, et que vous avez besoin de votre fromage, votre lait le soir, je connais beaucoup de personnes qui leur faut leur bol de lait le soir avant de dormir. Voilà. Il y a des terribles, le cas échéant. Voilà. Ça, c'est donc les éthers qu'on a. Maintenant, quel est le makor de ces 6 heures, je vous disais, c'est cette Gemara qui dit Mi Seuda le Seuda, d'un repas à l'autre. Il marloquette entre le Rambam et le Roche sur la raison pour laquelle il faut attendre 6 heures. Bon, disons, c'est marqué 6 heures. Pourquoi? Une chita qui dit que la raison, c'est à cause, je donne la raison parce qu'il y a des conséquences, des nafkaminotes, qu'on dit nafkaminotes, des conséquences, les halakha. C'est qu'entre les dents, il reste des résidus de viande. Bassar, chez Ben Hashinaï, il apporte un pasouk dans la Torah, quand ils mangeaient les Slaves là-bas, ils avaient un bassar Hashinaï. Pendant 6 heures, nos chachamim nous dévoilent que pendant 6 heures, ces résidus de viande qui sont entre les dents, ils sont encore vifs, ils sont encore viande, si j'ose dire. Au-delà des 6 heures, les acides naturels qui sont dans le corps attaquent ces petits morceaux, ces résidus de viande, font que maintenant ils sont comme nos tentam nifgam, ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas bons. Donc ça ne dérange pas. C'est la raison pour laquelle, imaginons que 2 heures après le repas de viande, vous sortez un morceau de viande d'entre les dents. On peut imaginer. On va dire, oh là là, j'ai trouvé donc un gros morceau de viande d'entre les dents, 2 heures après le repas. Peut-être qu'il faudrait que j'attende encore 6 heures. Non, on n'attend pas 6 heures. Les 6 heures partent à partir du moment où vous avez fini votre viande. Le travail est en train de se faire. Donc, vous avez trouvé un morceau de viande, même 5h30 après, vous l'enlevez et une demi-heure après, vous prenez votre viande. Bien sûr, il faut nettoyer la bouche, les dents. Ça, c'est la chita, comme je vous dis, entre le Roche et le Rambam. La deuxième chita, c'est que ce n'est pas le point des résidus entre les dents, c'est que la viande, elle est mosher ta'am. Je traduis, elle donne des exhalaisons de goût, d'odeur, de viande. Et donc, ces exhalaisons qui sortent de l'estomac et qui peuvent se maintenir dans la bouche, si on prenait du lait après, alors dans la bouche, on aurait comme ça ce mélange de bassa bachala. Et ça dure 6 heures. Après un repas un peu plus empuré, ça dure 6 heures. Donc, première raison, c'est les morceaux de viande entre les dents. Deuxième raison, c'est le goût de viande est très fort. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand les fromages, dont on parlait tout à l'heure, comme le parmesan, etc., ont un goût très fort, pendant très longtemps, on était marqué d'attendre 6 heures. Bon, ça a changé ces dernières années, mais il y a 20-30 ans, on attendait 6 heures après les fromages. Pour la même raison, parce qu'ils avaient un goût très fort. La nafkamina entre les deux, c'est le cas, écoutez bien ça. Si une maman, elle mâche sa viande pour son bébé, mais qu'elle recrache, après elle prend la viande mâchée, elle le donne dans la bouche du bébé ou elle le jette. Alors, la viande ne sera pas ingurgitée dans l'estomac, donc il n'y aura pas mosher ta'am. Par contre, comme elle aura mâché la viande, il y aura oui de la viande entre les dents. Donc, d'après la première raison, il y a un problème, il faudrait qu'elle attende 6 heures. D'après la deuxième raison, non, parce qu'elle n'a pas avalé. L'inverse, si elle a avalé du bouillon de poulet, entre les dents, il n'y a rien. Ça reste entre les dents, le bouillon de poulet. Donc, d'après la première raison, il n'y a pas de problème. D'après la deuxième raison, que c'est mosher ta'am, si elle a avalé du bouillon de poulet, donc il y a le goût du poulet dans l'estomac, donc c'est interdit. Le seul cas qui sera permis, intéressant aussi, pour vous mesdames, si la maman, elle a goûté le bouillon de poulet, elle a recraché. Donc, entre les dents, il n'y a rien. Dans l'estomac, il n'y a rien. Dans la bouche, certes, il y a quelque chose dans la bouche, mais dans la mesure où elle n'a pas avalé, elle n'a pas mâché, donc elle se lave un peu la bouche, elle prend. Donc, si un jour, mesdames, vous préparez le repas Shabbat, etc., des fois vous le goûtez, s'il manque du sel, etc., tant que vous goûtez un petit peu de bouillon,
tant que vous ne l'avez pas avalé, vous pouvez vous laver la bouche et prendre un fromage après. Hein, je sais que chez nous, c'est très fréquent. Hein, vendredi, les enfants, ils préparent, et puis ils ont envie de prendre un petit goûter avec un yaourt, etc. Donc, je leur dis, faites bien attention. Hein, si vous avez mâché quelque chose, c'est non. Si vous avez avalé quelque chose, c'est non. Mais si vous n'avez fait que goûter sans avaler, c'est bon. Vous avez le droit. Parce qu'il n'y a ni une raison ni l'autre. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques précautions à prendre lorsque l'on mange. Vous les connaissez, mais bon, j'ai comptabilisé certains cas. Un point intéressant sur lequel je voudrais revenir. Imaginez que vous avez la bonne idée de faire les chalotes comme j'ai expliqué tout à l'heure. Un papier aluminium, le four propre, impeccable. Neutre. Shabbat, vous avez vos chalotes et vous voudriez qu'elles soient un peu chaudes, elles sont froides. On les a peut-être tirées du congélateur, elles ont un peu décongelé, on voudrait qu'elles soient un peu plus chaudes. Bien sûr, il n'y a aucune humidité dessus. Vous savez tous, dans une Chot Shabbat, qu'on a le droit de réchauffer les chalotes ou les gâteaux sur le couvert de la marmite. Tout le monde sait ça. Si vous avez la bonne idée de mettre ceci sur la marmite, ou bien, il y en a qui aiment bien les matzot. Je suis parmi ceux-là, j'aime bien les matzot. Même les matzot shmurot, j'en mange toute l'année. Très bien, on sait exactement ce qu'on mange et tout. Je les laisse sur le couvercle de la cocotte minute dans lequel il y a dafina. Dans ce cas-là, dans la mesure où dans la marmite, il y a bien sûr la daf avec de la viande, et que machala, elle est à même le couvercle, à l'intérieur de la cocotte minute, il y a de la zéa, toute l'enceinte de la cocotte minute, elle est pleine de vapeur. Donc c'est comme si, en fait, la daf, elle touche le haut. Et donc, en mettant machala sur le couvercle, c'est comme si je l'avais mis en face du tafshil du repas, en face, en bas. Et donc, la halacha considère que ça traverse et que ma chala, elle devient bassari. Donc, je reviens au cours de tout à l'heure. Si vous voulez qu'elle reste parvée, vous avez la solution que j'ai préconisée tout à l'heure. Sur votre cocotte minute, vous mettez du papier aluminium. Bien sûr que vous avez coupé avant le Shabbat, je répète, parce qu'il y a beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi, qui estiment qu'on a le droit de prendre du sopalin ou du papier toilette coupé. C'est une erreur grossière. Hein, soyez mes farsem autour de vous. C'est une grosse erreur. Il y a des terribles dans des cas très spéciaux. Kavod Abriot, j'en parlerai à une autre occasion. Mais couper du papier aluminium, et tout ça, c'est complètement interdit. C'est une Mishnah dans Betsa, c'est dans Shulchan Aruch, c'est Manchin même, c'est clair. Khatichat Neyar, Assour, le Shum, Betaken Mana, c'est interdit. Donc, le papier alu, vous l'avez coupé avant. Et quand je dis papier alu, je vais ajouter quelque chose qui n'est pas de confusion. C'est Dafka papier alu, parce que Dafka, c'est un métal. Pourquoi je dis ça? Très souvent, qui me dit, moi aussi, je ne fais jamais directement sur la patate, je mets sur du papier sulfurisé. Ça ne sert à rien. Papier sulfurisé, c'est poreux, vous savez très bien. Laissez, c'est huileux, c'est un peu sale. Ça n'a rien à voir avec le papier aluminium. Si vous mettez papier aluminium sur ça qui est un petit peu huileuse, l'huile ne va pas traverser le papier aluminium, c'est garanti. Vous voyez? Par contre, le papier sulfurisé, non. Donc, il n'est pas question de mettre papier sulfurisé sur la cocotte et par-dessus la chala, mais vous mettez la chala sur le couvercle. Elle devient viande. Si vous avez mis du papier aluminium, elle reste neutre. Intéressant quand même. Très intéressant quand même. Si vous avez fait des gâteaux, par exemple, vous voudriez réchauffer vos gâteaux, et souvent les enfants, ils prennent le gâteau le matin et ils trempent dans le café au lait. Shabbat matin. Donc, si vous avez fait réchauffer les gâteaux sur les marmites bassarites, faites très attention de les faire réchauffer avec un écran de papier aluminium. Sinon, ça ne marche pas. Mettre autre chose, peut être une autre marmite, une poêle sur la cocotte minute et mettre dans la poêle, vous mettez la chalade ou les gâteaux, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ce soit du métal qui soit posé sur la marmite. C'est clair, hein, je suis clair. Voilà. Maintenant, temps passé, on est censé avoir jusqu'à quelle heure, Uri? Oui, une seconde. Je vais mon fils en même temps.
Pardon? Tu m'entends? Je suis en train de m'occuper de mon fils en même temps, c'est un peu compliqué. J'ai pas entendu votre question. Non, non. J'étais en train de te demander, le chiour, il est censé durer combien jusqu'à quelle heure? Bah, je pense qu'en général, c'est 1 heure, mais je sais pas, après, vous êtes libre. Hein. Et je ne veux pas fatiguer le public, hein, moi, parce que c'est 1 heure. Je ne connais pas beaucoup de questions. Tu connais les chiourines que j'en aurais. Il y a en général beaucoup Ouais. de questions. Donc, en 1 heure, je peux vous dire beaucoup de choses. Bon, en tout cas, les gens sont prêts à écouter. Moi, je continue. Ils sont prêts à écouter. Bah, je sais pas, il faut demander aux gens. Allez, mesdames, posez-moi des questions. Montrez-moi que vous êtes actives là derrière. Pas de questions? J'ai pas l'impression. Une seconde, je vais voir si c'est actif. Si? Ouais, les micros ils sont activés, ceux qui veulent, ils peuvent parler. Moi, j'ai une question. Il y a certaines personnes qui utilisent leur four pour garder la nourriture chaude pendant le Shabbat. Comment on fait dans ces cas-là? Répétez la On ne question. peut pas remettre la challah dans le four. Répétez la question, madame. Il y a un bébé qui a pleuré en ce moment. Répétez la question. Oui, j'ai entendu. Je demandais, est-ce qu'il y a des gens que je connais qui utilisent le four pour garder la nourriture chaude pendant le Shabbat? Et comment on peut faire pour réchauffer la challah dans ce cas-là s'il n'y a pas de blaire? Qu'est-ce que vous avez comme chose d'eau de chaleur? Sur le couvert du koum peut-être. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Si vous avez, il faut quand même du chaud. S'il n'y a pas de chaud, il n'y a pas de chaud. Dans ce cas-là, le couvert de koum il est parvé vu qu'il n'y a que de l'eau dedans. Voilà, il est parvé. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, attention, c'est que votre koum il devient khametz. Oui, oui. J'ai entendu ça. Merci. Mais c'est parfaitement bien, ça. Vous pouvez faire comme ça, pas de problème. D'accord. Maintenant, il y a une solution. En hiver, pour mettre ça sur les radiateurs. Ça chauffe très bien les radiateurs. Mettez c'est sûr, sur le radiateur, c'est super. Voilà, ça peut être une solution. Alors, moi j'ai une petite question, s'il vous plaît. Oui. On m'entend. En fait, j'ai un blender pour faire les jus de fruits, etc., pour mixer les fruits. Hein. Donc, il est parvé parce que j'ai jamais mis de choses de. Mais par contre, je le mets toujours du coup de viande, donc ça veut dire que je le lave avec les éponges, etc. Et en fait, je me demandais, est-ce qu'il y avait possibilité de le passer du côté lait et faire ensuite des milkshakes avec du lait? Vous l'avez déjà utilisé à viande ou pas? Bah, j'ai jamais mis de viande dedans, mais il est du côté viande. Qu'est-ce que vous avez mis déjà? Excusez-moi. J'ai jamais mis de viande dedans, mais par contre, je le lave avec les éponges de viande, etc. Il est dans l'évier, il est dans les mêmes. Il a sûrement déjà été avec la poêle des schnitzel ou des choses comme ça. Écoutez, si vous avez mis dans votre blender que des légumes, du poisson, des nourritures qui ont été coupées, utilisées dans les marmites de viande, il n'y a pas de problème, vous pouvez le passer au lait, votre blender. Bon, mais il faut être sûr qu'il n'y a jamais eu de la vraie viande. Non, jamais. S'il n'y a jamais eu de viande, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire, oui. Par contre, tant que vous la passez au lait vraiment, il y a de la chaleur dedans ou c'est toujours à froid? Non, c'est toujours à froid. Toujours à froid? La vérité, c'est des fruits congelés, des choses comme ça. Bon, alors, si c'est à froid, c'est encore plus calme. Il n'y a aucun problème si c'est à froid. Vous voyez. Bon, maintenant, même à froid, vous n'allez pas vous amuser à mettre un jour un jus de viande à froid et puis du lait, c'est sûr que non. Mais déjà, pour les bliots qui rentrent dans l'épaisseur des parois, à froid, ça ne rentre pas. Donc, un bon nettoyage, vous la passez du côté lait, vous êtes tranquille. Bien comme ça. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je vais vous parler de deux choses d'abord. Encore une fois, ce sont des choses que vous connaissez, mais les gens ont besoin, quelquefois, souvent me demandent exactement permis, pas permis, rouma, pas rouma. C'est la viande avec le poisson et le lait avec le poisson. Pizza, fromage, saumon. Voilà. Et c'est là que vous avez toutes, n'est-ce pas? Est-ce que c'est permis ou pas permis?
pour la viande et le poisson, ça c'est un dit de la Gemara. Apporté dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas discuté. Le mélange viande-poisson, il y a une sakana. Bien qu'on ne comprenne pas ça, on ne comprenne pas trop, hein, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, mais quand nos sages disent quelque chose, c'est que c'est vrai. Point. On ne connaît jamais les conséquences. Quelquefois, des gens ils ont des maladies, on ne sait pas d'où elles viennent. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas respecté exactement comme nous disent nos sages. Donc, quand c'est marqué, on le fait. Donc, ça va loin. Si un jour, vous faites votre daf avec les boulettes et tout ce que vous voulez, et puis, par mégarde, vous déplacez la casserole de viande, de poisson, et il y a un poisson, un bon poisson, qui tombe dans votre daf, à chaud. C'est catastrophique. Je vais vous donner une koula, c'est marloquette, mais on peut donner la koula. Il faudra compter que la daf, le mets de viande, il est 60 fois plus gros que le poisson qui est tombé, ou que le jus de poisson qui est tombé. S'il est 60 fois plus, bitul beshishim, c'est moutard. Sinon, on jette, sans pitié. Pas trop ça fait de la peine et tout. Donc, il y a un poisson, des fois c'est du jus. C'est difficile d'évaluer quelquefois. Des fois, il va tomber la casserole, le poisson n'est pas tombé, il y avait tout le jus dans lequel avait cuit le poisson qui est tombé. Donc, il a fallu faire des comptes et tout. Donc, le poisson et la viande, on ne mélange pas. C'est évident, c'est la raison pour laquelle, quand on a fini le poisson, on change de vaisselle, on change de couvert, etc. Mais avec le éther que je viens de donner, qu'habitul le chichim. Maintenant, vous faites une grosse marmite de poisson, il y a un petit peu de viande. S'il y a 60 fois plus de poisson, c'est bon, c'est caché. Vous enlevez la viande et le reste est caché. Maintenant, vous avez la grosse shela dont tout le monde parle, marmirim, pas marmir, qu'est-ce qu'on fait, d'où ça vient. Je vais partir depuis le début et jusqu'à la fin. À la base, il n'y a aucune mention dans nos sources, ça veut dire dans la Gemara et dans les Rishonim, aucune mention d'interdiction du lait avec le poisson, pas marqué. La première source qui a été trouvée dans cela, c'est un Bet Yosef. Bet Yosef, c'est le Rav Yosef Karo, le Baal Shulchan Aruch, qui dit comme ça que le fromage ou le lait avec le poisson est interdit. Bon, il dit comme ça. C'est une halakha tellement étonnante que des grands poskim ashkénazes, sur lesquels on tient, bien sûr. Le roche à poskim après le Shulchan Aruch, ce qu'on appelle le char, Sifte Kohen, il dit il y a un taout sofer dans le Bet Yosef. Il y a une erreur. C'est le script, quand il a écrit, il aurait dû écrire permis, il a dit assaut. Très fort. Hein. Et beaucoup tiennent comme ça. Et il y a même, ça va jusqu'à 200, 300 ans après, le Tzemar Tzedek, dans ce shoot, il dit comme ça aussi, que c'est un taout sofer. Comme ça dit le Tzemar Tzedek. Intéressant. Bon. Donc ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, si on regarde dans les poskim, dans le monde ashkénaze, la tendance est d'être mekil, ils permettent. Donc la pizza avec du saumon et du fromage, c'est permis. Et dans le monde sfarad, froum, ils s'en abstiennent. Dans tous les milieux, vous trouvez des marmim, des mechinim, comme toujours. Mais je vous dis la grande tendance. Le problème qui se passe, en France par exemple, une pizzeria qui va ouvrir, fait ça peut poser des problèmes. Parce que si vous avez des sfaradim froum, ils vont dire, ah, nous on ne mange pas cette pizza, ça peut faire des problèmes. En Eretz Israël, je vous rapporte dans les années 50, 60, à Kfar Chabad, dans Rav Ashkenazi, avait ouvert une pizzeria. Et dans la pizzeria, il y avait, comme le char, il y avait des pizzas avec du fromage et du thon. Minhag Ashkenaz, il a permis. Bon, mais ensuite, il y a beaucoup de Sfaradim fous qui sont allés, en Eretz Israël, tout le monde est au courant de tout, vous savez, la politique et tout, mais comment vous faites ça? Vous savez très bien que le Bet Yosef est interdit, donc ça faisait d'éternelles discussions. Hâte qu'il a demandé à la pizzeria de ne plus faire ça, pour faire le shalom, si vous voulez, entre tout le monde. Donc, jusqu'à de nos jours, vous verrez même des Chabad qui sont marmirim. Pour ne pas faire de différence, pour ne pas être moins, vous voyez, pour diverses raisons.
la question est arrivée même chez le rabbi, c'est intéressant. Un détail que j'ai oublié, c'est que l'interdiction, c'est avec le fromage et le lait, mais ce n'est pas avec le beurre ou la crème fraîche. Ne me demandez pas pourquoi, tout ce qui est sakana, on ne sait pas. C'est comme ça, point. Des choses qu'on ne comprend pas. Beaucoup comme ça de choses. Il y a des choses qui sont logiques, qui sont explicables, il y a des choses, c'est comme ça, on admet, on sait que les chachamim, ils savent que nous, on ne sait pas. Dans le rabbi, il parle un peu de ça, il dit, bon, il sait très bien que d'après les poskim ashkenaz, c'est moutard, et il dit un mot comme ça, il dit, bon, pour faire un peu le shalom, pour faire plaisir à tout le monde, si on ajoute un peu de beurre ou de crème fraîche dans le mélange, c'est comme si on avait arrangé la chose. Et ceux qui me demandent, je leur dis, voilà, pour quand vous allez manger une pizza, si vous avez une pizza comme ça, avec du fromage et du thon, ajoutez de la crème fraîche. Voilà, il y a un mot du rabbi là-dessus. Je ne l'ai pas sous moi, mais si ça vous intéresse, je peux le retrouver. Un mot du rabbi comme ça. Et de toute façon, même si vous ne le faites pas, le minag shorashik de base, c'est que c'était mouta. Voilà. Avec, comme je vous dis de nos jours, on essaie quand même de faire tout le monde, comme beaucoup de choses, comme je ne vous ai pas fait un shiur sur Bishul Goy, peut-être je vais vous le faire, je l'ai fait à d'autres. Vous savez que les Sfaradim sont beaucoup plus marmérim que nous dans Bishul Goy. Par exemple, nous, chez Chabad, on permet que si le juif il allume le feu et que le goy il fait tout, c'est moutard. Il suffit que pour les Sfaradim, c'est pas bon ça. Parce que finalement, si le juif allume le feu, mais que le goy il fait tout, c'est Bishul Goy, c'est le goy finalement qui cuit. Ça va, le juif il a fait le feu, mais c'est pas allumer le feu qui cuit, c'est mettre le plat sur le feu. C'est la raison pour laquelle, de nos jours, quand on fait les restaurants avec notre frère cher, on fait tout pour que les Sfaradim Froum puissent manger. Donc, on demande aux chômeurs ou bien de mettre carrément la marmite sur le feu, ou bien de touiller, de tout mélanger. Quand ils touillent, comme ça, le Mechaber, enfin, le Betchosef, il est d'accord, ça marche. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous dire que quand on voit dans des grandes keilot des différences comme ça, on essaye quand même de faire le shalom, le shalom d'Ibrahim. On ne va pas commencer à dire lui, il prend pas, etc. Il y a beaucoup de grands herchérim. Imaginez maintenant qu'un Sfarad, ils vont prendre un grand traiteur Chabad. J'en connais qui ont pris chez nous parce qu'ils ont confiance. Ils ont dit oui, mais à condition que vous remuez les plats. Parce qu'ils connaissaient très bien le problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, nos chambrim, ils ont pris l'habitude de touiller les plats dans la cuisine. On ne se contente pas juste d'allumer le feu et que le goy il fait tout. On touille le feu et quand on touille, ça cachérise. D'accord? Voilà, ça n'a rien à voir, c'est une parenthèse, mais il faut vous expliquer que parfois on essaie de faire quand même le shalom. Donc, voilà si vous voulez, les tendances là-dessus. Chez Chabad, la tendance est la kula, mais pourquoi ne pas être marmire? Je ne vous cache pas que moi, ça m'arrivait à l'époque de notre ami Yossi Abiboul. Il savait très bien quand je demandais quelque chose comme ça, il m'apportait toujours un petit pot de crème fraîche. Il savait très bien, j'avais expliqué. Il m'apportait toujours un petit peu, je mettais, comme ça, il n'y avait plus de problème. En général, j'évitais, mais bon, quand on s'oublie et tout, il apportait un peu de crème fraîche et ça cachérise, entre guillemets, la pizza. Voilà. Donc, on a parlé des fromages durs, le temps d'attente, Amazon. Oui. Tout à l'heure, je vous disais que c'est bien de faire motzi, je vais conclure avec ça, que c'est bien de faire motzi, le premier repas, donc le vendredi prochain, Mer Sachem. Une des raisons, c'est parce que on peut arriver à Kviut Seuda, beaucoup manger, être amené au Birkat Amazon. Sachez que si vous sortez rassasié du repas, et je suis roched, si j'ose dire, je me soupçonne, je nous soupçonne, après la nuit de veille, après la tefila et tout, on a faim, on mange bien. On est bien rassasié après le repas lacté, oui. Si on est rassasié, même si on a mangé une quantité pas énorme de gâteau, 100 grammes, on a déjà un safek Birkat Amazon. Admor Zaken, il dit qu'à partir de 4 kavetim, à partir de 230 grammes, on fait Birkat Amazon Vadaï, mais moins, si on est rassasié, c'est un safek. Or, Birkat Amazon, vous n'êtes pas sans savoir, c'est une histoire de Horaïta. Tu mangeras et tu seras rassasié. Dans la mesure où c'est une mitzvah de Horaïta de la Torah, safek de Horaïta, là pour moi, vous vous rendez compte? Donc c'est un safek. On ne va pas se rentrer dans le safek. C'est pour ça que je conseille vivement
Ou alors vous mangez 240 grammes de gâteau, ça en fait, hein, des gâteaux de pâtes, c'est énorme. Ou alors vous faites un petit moti, c'est tout, vous êtes tranquille. Moi, c'est ce que je conseille vivement. Et pour conclure, je vous dis comme ça les halakhot qui me sont le plus fréquemment demandées. Pour vous, mesdames, vous faites souvent Prachat Chala, Baruch Hashem, toutes ces mitzvot, mifsaïm extraordinaires. Souvent, on demande quand est-ce que Machala devient mésonote, de faire du pain mésonote. Pas le temps de faire moti, de faire birkat abazot, donc je veux faire du. Alors j'ai dit maintes et maintes fois cette halakha, notez-la bien, avec toutes les marlocotes et les discussions et les divergences d'opinion, Shitat Admor Hazaken, elle est claire. On compte tous les ingrédients de la pâte, sans la farine. Tous les ingrédients sans la farine. Vous avez mis 1,5 kg de farine, 2 kg de farine, 1 kg de farine, peu importe. Vous regardez les ingrédients. Il y a une bataille entre les ingrédients. D'un côté, il y a l'eau qui donne aucun goût et tous les ingrédients qui donnent du goût. L'eau contre la somme, les œufs, le sucre, le jus de fruits, etc., etc. Si la somme des éléments qui donnent du goût, sur notre interne, est supérieure à l'eau, donc davantage le goût de l'œuf, du sucre, du chocolat, c'est mésonote. S'il y a plus d'eau, 500 grammes d'eau et 450 grammes d'huile, œuf et sucre, c'est moti. Retenez, encadrez, mesdames. Hein. Savoir, le passage de moti à mésonote, c'est le passage du rov. Rov d'eau, majorité d'eau, moti, majorité jus de fruits et autre chose qui donne du goût, c'est mésonote. Voilà. Alors, comme j'ai dit au début du shiur, hein, on est rentré dans les détails, les petits pratim, les morceaux de dents, de viande dedans, oui. Anochi, ça marque un des commandements. Anochi, Ani, Nashi, Katvit, Yavit. Moi, mon essence, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Voilà. Dieu, il a décidé, dans son immense grandeur, et bien mettre, il n'y a pas d'autre choix. Pour nous, on est tellement petits qu'il n'y a pas d'autre choix. Il fallait absolument qu'il soit mettre Samtem et qu'il se mette dans des choses petites comme ça. Mais pour nous, c'est une joie énorme. Hein, on peut faire des cabrioles. Mesdames, il faut faire des cabrioles. Vous allez prélever votre challah. Il faut préparer des gâteaux. Vous faites une mitzvah, il faut faire des gâteaux. Il faut chanter, il faut danser. Il faut une mitzvah extraordinaire. On s'attache à Dieu avec des choses, une petite bricole de rien du tout. On s'attache à Dieu. Vous vous rendez compte la simcha que ça donne? Toujours des simcha, ça donne. Bachem Tov voulait qu'on soit toujours des simcha. Toujours des simcha. Même s'il y a quelquefois pas des raisons apparentes d'être des simcha, parce que tu es un juif, parce que tu es parce que tu as envie, parce que le matin tu fais modéani, parce que tu fais une mitzvah, tu t'attaches à Dieu. Voilà. On finit avec ça. Erev Tov, bonne nuit, continuez donc à bien préparer, à comprendre que Dieu il va descendre dans ce monde, il va se réhabiller dans la Torah et on va pouvoir le capter encore.